Inquiète pour une autre raison, et je ne suis pas la seule, il y a beaucoup d'analystes et d'observateurs qui le sont depuis 8 jours, parce que 2 événements ont eu lieu ces derniers jours qui sont extrêmement dangereux et révélateurs, peut-être, j'espère me tromper, d'une stratégie américaine jusqu'au boutiste, et de l'OTAN d'ailleurs, qui deviendrait ici le proxy de 3e rang, si vous voulez, des États-Unis, après l'Ukraine bien sûr, et après nous, les Européens. Et tout cela rendrait la situation hautement inflammable. Que s'est-il passé ? Alors évidemment, on n'en parle nulle part, vous n'êtes pas au courant, ça ne fait pas la une des journaux, ni la 2, ni la 3, ça ne fait rien parce que je pense que les gens les moins férus de géopolitique comprendraient la dangerosité de ce qui est en train de se passer. L'Ukraine vient d'attaquer avec des drones kamikazes, qui sont des drones de fabrication britannico-portugaise, et donc c'est des drones qu'on appelle AR-3, vient d'endommager 2 radars stratégiques russes de détection et d'alerte précoce à longue portée de missiles balistiques intercontinentaux. Donc il y a eu 2 attaques, une le 23, une le 28 mai. Le 23, l'Ukraine a attaqué un radar russe de détection précoce à Baronovski, près d'Armavir, dans la région de Krasnodar, c'est au sud-ouest de la Russie, mais c'est à 600 km du front. Vous verrez pourquoi j'insiste là-dessus. C'est donc, la cible, c'était un radar, pas n'importe quel radar, hein, un radar d'alerte précoce, transhorizon, on l'appelle transhorizon, qui repère des cibles à très longue distance, à 3000 km, jusqu'à 100 km de hauteur et avec un angle de vue de 240 degrés. Donc la destruction de ce nœud radar particulier, on peut se dire mais à quoi ça sert exactement à l'Ukraine en raison de sa couverture. Il faut savoir que ce radar-là est orienté vers la Méditerranée et le Moyen-Orient, donc potentiellement capable de détecter les missiles balistiques ukrainiens tirés par l'Ukraine vers la Crimée. Et puis le 28, c'est-à-dire hier, il y a eu une 2e attaque. Si vous voulez, une fois, ça peut être, si j'ose dire, il faut rire un peu, ça peut être une blague. 2 fois, c'est une pattern, c'est une structure, il y a quelque chose, il y a une volonté derrière. Donc le 28, 2e attaque sur un radar de même type à 1800 km du front cette fois-ci. Pas 600, 1800 à Orsk dans l'oblast d'Orenbourg, au sud des monts Oural, près de la frontière du Kazakhstan. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces radars ne sont pas n'importe quel radar. La Russie n'en a que 10 comme ça. Donc là, il y en a 2 qui sont ciblés, endommagés. On ne connaît pas la nature, l'ampleur des dommages exacts. Il paraîtrait qu'il y avait peut-être eu une première tentative avant déjà. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces radars sont des éléments centraux du système de défense nucléaire de la Russie contre les attaques éventuelles des missiles de l'OTAN. Donc, ça pose des questions. Il faut interpréter ces attaques. D'abord, pour bien les interpréter, il faut comprendre que ces attaques auraient été impossibles pour l'Ukraine toute seule, évidemment. Elle n'est pas capable de le faire. Donc, elle l'a fait à l'aide des moyens satellitaires de l'OTAN, des États-Unis, comme elle le fait d'ailleurs sur toutes les frappes, sur une grande partie des frappes, même de drones, mais évidemment de missiles. Voilà, elle a des avions Global Hawk qui sont des avions de reconnaissance. Elle a l'aide du système satellitaire pour le ciblage. Il s'agit les défenses aériennes russes sont très bonnes. Donc vous voyez bien quand quelque chose pénètre le système, ça s'est pas fait comme ça parce qu'on est l'Ukraine. Non pas que l'Ukraine n'ait pas des capacités, mais enfin. Toutes ces capacités-là, et plus encore à cette portée-là du front, à cette distance-là du front, tout cela ne peut se faire qu'avec l'aide, le soutien de l'OTAN
et des États-Unis. C'est pas rien de le dire. Ça veut donc dire que c'est une attaque de l'OTAN, en fait, sous faux drapeau, d'une certaine façon. Le faux drapeau, c'est l'Ukraine, mais derrière, c'est l'OTAN. Sur le système russe d'alerte précoce et de protection du bouclier nucléaire russe. Je ne sais pas si on mesure ce que ça veut dire. Imaginez la même chose sur le bouclier nucléaire américain. Ce qui se passerait. Hein. Donc, une telle attaque doublée, c'est un motif tout à fait suffisant pour déclencher une riposte nucléaire de la part de la Russie. Parce qu'en fait, là, l'OTAN, via l'Ukraine, désactive petit à petit les composants du bouclier nucléaire russe, c'est-à-dire les composants de la défense ultime de la nation et du territoire russe. Ils attaquent, ils ont essayé d'attaquer des bases les bases des porte-avions portant les armes nucléaires stratégiques, et maintenant ils attaquent les éléments d'alerte précoce en cas d'attaque nucléaire. Donc voilà, des attaques comme ça peut paralyser la capacité de la Russie à répondre à une menace nucléaire, à une attaque nucléaire venant de l'OTAN ou des États-Unis. Et donc ça déclenche, dans la doctrine d'emploi russe du nucléaire, ça déclenche le paragraphe 19C de cette doctrine. Je vous en ai parlé dans les premières émissions, je crois bien, qui stipule ce qui suit. Alors là, je lis, comme ça c'est bien précis. Attaque par un adversaire, donc dans quel cas de figure la Russie se donne-t-elle le droit de répondre nucléairement? Le cas de figure suivant, parmi d'autres, attaque par un adversaire contre des sites gouvernementaux ou militaires critiques de la Fédération de Russie, dont la perturbation compromettrait les actions de riposte des forces nucléaires. Voilà, on y est, hein, c'est exactement ce qui se produit. Donc la question qu'on se pose, c'est comment c'est possible de faire une telle folie? Qui peut imaginer ça? Et qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on espère? Et quelles sont les élucubrations, les anticipations, les conjectures faites par ceux qui ont autorisé ces frappes et permis ces frappes? Quel est l'objectif de l'OTAN, finalement, et des États-Unis derrière? Donc, il y a plusieurs scénarios. Le premier, c'est augmenter simplement le coût de la guerre pour la Russie, la faire souffrir, la faire saigner, comme ils disent, etc. Ça paraît totalement inconscient. Le niveau de risque pris par rapport à un tel objectif paraît fou. Deuxième scénario possible, ça peut être une tentative délibérée d'élimination en amont de certains éléments du bouclier nucléaire russe pour préparer une attaque nucléaire en premier des États-Unis sur la Russie. Ce que je vous dis est grave, hein, mais évidemment, on ne peut pas exclure ce scénario. Encore une fois, imaginons que ce soit la Russie qui ait fait ça via un autre État sur les éléments du bouclier nucléaire américain. Les stratèges américains devraient envisager ce cas de figure. Est-ce qu'on n'est pas en train de nous affaiblir pour pouvoir nous attaquer nucléairement en premier? La doctrine nucléaire américaine le permet. Bon, voilà, ça c'est le deuxième scénario. Et le troisième, c'est que les États-Unis veulent provoquer une riposte nucléaire tactique russe, donc en Ukraine, tactique au sens de en Ukraine, courte portée, qui puisse justifier l'entrée, à un moment donné, de forces de pays de l'OTAN sur le territoire ukrainien. C'est donc, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, un false flag, une attaque sous faux drapeau, si vous voulez, c'est l'Ukraine qui tape, avec les moyens OTAN, donc en fait c'est l'OTAN qui tape derrière, et c'est donc les États-Unis qui tapent derrière. C'est un coup de semonce. C'est pas un coup de semonce, c'est une escalade pour provoquer un coup de semonce tactique russe en riposte
et mettre la Russie dans une situation extrêmement difficile. Parce que se passe-t-il alors? D'abord, que se passe-t-il avec le soutien de la Chine? Parce que je pense que le partenariat stratégique russo-chinois est très puissant, est très fort, est très actif. Contrairement à ce qu'on dit, ça ne sert à rien d'essayer de le dégrader. Bon. Mais si demain la Russie frappait nucléairement, même tactiquement, en Ukraine, que dirait la Chine? Même si elle comprend, si elle comprend que c'est une attaque sous faux drapeau, que l'attaque de ces radars par les Ukrainiens est une provocation délibérée, que la Russie ne peut pas ne pas répondre, etc., etc., etc. Voilà. Donc peut-être que les Américains se disent, mais voilà le moyen de découpler, comme ils disent, decoupling, hein, ils veulent le decoupling entre la Chine et la Russie. Donc peut-être que c'est ça le moyen. On va forcer les Russes à faire une chose que les Chinois ne supporteront pas, n'accepteront pas, et qui tendra les relations avec Moscou, de Pékin, avec Moscou, et qui peut-être nous donnera plus de latitude de manœuvre. Donc on nage en pleine... enfin, ça paraît de la science-fiction, mais bon, les néocons sont tout à fait capables de prendre un tel risque. Ils sont tellement infatués. Ils ne croient peut-être pas que la Russie osera répliquer nucléairement et que finalement, on peut toujours essayer parce qu'on a tout à gagner à aller vers ce type de petite escalade.